Bonjour, alors pour mon studio TV aujourd'hui, nous allons vous parler de l'espéranto, donc une langue dont vous avez peut-être entendu parler sans vraiment connaître l'origine ou les enjeux. Non. Donc l'espéranto a ses ambassadeurs ici à Nantes en la personne de Bruno et Marie-Yvonne Robineau. Alors Bruno, vous êtes président depuis 2 ans de l'association culturelle Nantes, enfin du Centre culturel Nantes Espéranto. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment avec Marie-Yvonne vous avez appris l'espéranto ? Alors nous avons appris en fait l'espéranto avant un tour du monde. Nous sommes partis en fait pour faire un tour du monde qui a duré en fait 8 ans et demi. Nous l'avons fait en stop et comment nous l'avons appris ? Eh bien nous l'avons appris pendant le tour du monde, c'est-à-dire que nous l'avons appris en fait en Bulgarie. Mais juste un tout petit peu d'histoire. Avant de partir pour ce tour du monde, eh bien un jour j'étais présent sur une ferme, sur une foire écologique. Sur lequel je tenais un stand. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, une fois que j'avais installé mon propre stand, je suis allé voir un petit peu les autres stands et je me souviens très bien, il y avait en fait une affiche en fait, sur ce stand. Et puis, il y avait marqué quelque chose comme « Voyager grâce à l'espéranto ». Et donc, j'ai demandé à la personne de me présenter en fait, ce qu'était l'espéranto. Et puis, au bout de 20 minutes, eh bien, je lui ai dit « Ah, très bien, ok, j'apprendrai la langue ». Et j'avais appris lors de cet échange avec la personne que c'était possible de l'apprendre dans une école qui était à l'époque qui était en fait ouverte en fait toute l'année, qui était en Bulgarie. Et donc nous l'avons appris en fait 1 an après être parti pour notre tour du monde. Nous l'avons appris en fait en Bulgarie. D'accord. Et voilà. Alors dans quel contexte ça s'est fait Alors la langue elle-même, dans l'école... Vous l'avez appris rapidement ? Comment ça s'est fait en fait ? Alors oui, en fait, nous l'avons appris plutôt rapidement, en ce sens où véritablement nous avons fait ce que l'on appelle en fait une immersion totale, c'est-à-dire que du matin au soir, en fait, on ne parle qu'en espéranto. Alors ça se passait de la façon suivante. On avait des gens en fait qui venaient en fait de tous les pays de l'Est. De pays de l'Est en fait, européens. Et donc, le matin, nous avions toujours 4 heures d'études et on ne nous parlait évidemment qu'en espéranto. Et l'après-midi, en fait, avec Marie-Yvonne, eh bien, nous continuions toujours l'étude, toujours au minimum 4 heures d'espéranto. Et croyez-le, c'était absolument extraordinaire parce que quand on fait en fait une véritable, ce qu'on appelle une immersion totale, eh bien, très rapidement, on pense, on vit dans la langue. Et moi, je peux dire, véritablement, je me souviens très très bien avoir rêvé en espéranto. Alors évidemment, je ne comprenais pas tout ce que je disais ou ce qui se disait en espéranto, mais je rêvais simplement au bout de 3 semaines. J'ai bien dit 3 semaines, je rêvais en espéranto. Et puis, bien bref, nous avons donc travaillé nous avons été présents dans cette école 35 jours très précisément, mais nous n'étudions pas le dimanche. Et au bout de 30 jours d'études, eh bien, j'ai lu un roman historique dont le nom est Subla Jugo, sous le joug de Ivan Vazov, qui est un roman historique à propos du soulèvement des Bulgares contre l'Empire ottoman. Et Ivan Vazov est considéré, en fait, du point de vue des Bulgares, ils disent que c'est notre Victor Hugo national. Et bon, voilà. Ceci dit, il y a eu un roman qui a été traduit, en fait, de lui, qui a été traduit en espéranto. Et j'ai lu ce roman historique, je crois de mémoire, ça devait être quelque chose comme 455 pages. Et je l'ai lu sans l'aide du dictionnaire. Et là, tout de suite, alors il y avait évidemment parfois des mots que je ne connaissais pas ou des expressions, mais je comprenais suffisamment bien pour véritablement ce que j'appelle jouir véritablement de la langue tout de suite. Et là, je suis devenu tout de suite véritablement un enthousiaste de l'espéranto parce que concrètement, j'avais tout de suite accès en fait à une culture et là, je me suis dit d'une certaine manière, eh bien, je deviendrai quelque part un ambassadeur de la langue espéranto que je vais maintenant bien étudier, apprendre, enfin continuer à apprendre. Et voilà quels ont été nos premiers pas. Il me semble que Marie-Yvonne, tu pourrais peut-être dire un petit peu plus aussi sur quand on était en Bulgarie, quand même, malgré tout, on ne savait pas forcément très très bien tout ce qu'on pouvait tirer, acquérir par rapport à l'espéranto, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, on avait été séduit par l'idée d'une langue internationale, une langue neutre, c'est-à-dire une langue qui n'appartenait pas à une puissance dominante,
une langue équitable. Et l'idée nous en avait plu. Et puis quand on l'a étudié, aussi la fabrication même, la composition même de la langue nous a beaucoup plu. On pourra expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Mais on ne savait pas trop ce que ça allait nous donner, quoi, hein. Et en fait, ça nous a ouvert des portes beaucoup plus que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait pouvoir en faire. Et en fait, on a rencontré des gens qui parlent l'espéranto dans le monde entier, notamment au cours de notre tour du monde de 8 années, aussi bien au Japon, en Chine, en Bolivie, un peu partout. Et ces gens, donc, les espérantophones, très souvent nous ont accueillis chez eux parce qu'entre espérantophones, la plupart du temps, il y a un bon courant qui passe. On a tous appris cette langue parce qu'on a envie de dépasser les barrières culturelles, parce qu'on a envie de connaître l'autre qui est différent. Et donc, il y a un même esprit humaniste, on peut dire, qui relie tous les espérantophones. Et donc, on a été partout accueillis par ces gens. On a noué des contacts, on a noué des amitiés, pour certaines qui durent encore, grâce à l'espéranto. Donc, ça nous a vraiment ouvert à un monde dont on ignorait tout. Enfin, on n'avait aucune idée de ce que pouvait apporter l'espéranto. Alors, est-ce que quelqu'un qui a des notions d'anglais ou d'espagnol peut avoir plus de facilité à apprendre l'espéranto que quelqu'un qui n'en a pas du tout ? Alors, effectivement... Et là, on peut peut-être donner 2 exemples de comment s'apprend l'espéranto avec la racine, les préfixes, les suffixes. Alors, effectivement, quelqu'un qui parle déjà des langues étrangères aura forcément plus de facilité, hein. La première langue, c'est la plus dure à apprendre. La deuxième, la troisième, quand on possède plein de langues, on peut les additionner. Mais bon, l'intérêt de l'espéranto, c'est que justement, elle est plus facile à apprendre qu'aucune autre langue. Donc même des gens qui ne parlent aucune autre langue étrangère vont pouvoir se l'approprier beaucoup plus rapidement que par exemple l'anglais ou une autre langue. Alors pourquoi ? Parce que elle a été construite donc de manière à être plus facile. Alors il y a plusieurs raisons, on peut brièvement les citer. Donc, il y a une grammaire, comme dans toute langue, il y a une grammaire, mais quand on apprend une règle de grammaire, on sait qu'il n'y a pas d'exception. Donc, on apprend la règle, on sait qu'on peut l'appliquer. Il n'y a pas de verbe irrégulier. Il n'y a pas de verbe irrégulier. On peut apprendre les conjugaisons, je dirais, en 30 minutes. On peut apprendre toutes les conjugaisons de l'espéranto pour exprimer le passé, le présent, et puis les subtilités des temps. Alors que, bon, aussi bien en français, apprendre les verbes, c'est quelque chose pour les étrangers. Donc, il n'y a pas de verbe irrégulier. On ne peut pas faire de faute d'orthographe parce que c'est une langue phonétique. D'accord. Donc, quand on entend « o », on sait qu'il faut écrire un « o ». Ça ne peut pas être autre chose. Alors qu'en français, ça peut être « ot », « au », « aux », plein de manières. Donc, pas besoin de dicter, on ne fait pas de faute. Et puis, c'est aussi un système, donc c'est une langue qu'on appelle les langues agglutinantes. Donc, il y en a dans le monde, des langues qui fonctionnent comme ça. L'espéranto fait partie de ces langues-là. C'est-à-dire qu'on fonctionne à partir de mots racines auxquels on ajoute des préfixes ou des suffixes. Alors, bon, ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de ces notions grammaticales, mais tout simplement, je vais vous donner un exemple très très simple. Un étranger qui veut apprendre en français cheval, le féminin jument et le petit, le bébé, le poulain. Ça fait 3 mots à mémoriser, 3 mots de la même famille, mais qui n'ont rien de commun entre eux. Cheval, jument, poulain. Oui. En anglais, c'est pareil. Horse, mare, foal. Donc, il faut mémoriser beaucoup de choses. En espéranto, vous allez apprendre un mot racine qui va être, bon là c'est facile pour les Français, ça va être cheval, chevalo. Et on va ajouter une petite particule qu'on appelle un suffixe qu'on va glisser dans le mot IN qui va exprimer le féminin pour tous les êtres sexués. Donc ça va faire, la jument, ça va faire chevalino, chevalino. Et pour exprimer le petit, ça va être ID. Donc on va dire chevalido. Donc avec ça,
in féminin, id le petit, le bébé, vous pouvez maintenant exprimer, vous allez apprendre un mot racine pour un autre animal et vous pourrez dire le féminin et le petit, le bébé. Et donc ça marche. Il y a mâle qui va exprimer le contraire, par exemple. Donc si je dis alta, haut, et mal alta, bas. Et avec mâle, je vais pouvoir exprimer tous les contraires de la langue. Mmh. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et ça fait que les études menées par les linguistes nous montrent que pour un Européen, l'espéranto, ça prend 8 à 10 fois plus vite qu'une autre langue européenne. Donc on est beaucoup en train de rechercher de l'efficacité, de l'efficience. L'espéranto est la langue la plus efficace au monde en termes d'apprentissage. Ça, il n'y a pas photo. À partir du 18 novembre, vous allez donner des cours donc, d'espéranto à la Maison des associations de Beaulieu, voilà, à hauteur d'1h30 par cours, c'est ça ? Oui. Voilà. Oui. Alors jusqu'en février ? Oui. D'accord. On va donner en fait des cours, 1h30 en fait par cours. On va faire en fait, on pourrait dire un cours global en fait d'initiation à la langue et en 10 cours de 1h30 et si évidemment les gens étudient, travaillent parce que même si il a été démontré qu'on peut apprendre l'espéranto infiniment plus rapidement qu'une autre langue, c'est une langue à part entière donc il est important de se dire qu'il va falloir travailler. Mais voilà. On peut dire que grâce à simplement cette première initiation faite de 10 cours de 1h30, eh bien, on aura en fait couvert les principaux points grammaticaux les plus essentiels et on aura déjà des possibilités de faire des petites conversations tout à fait remarquables à la fin dès la 5-6e leçon. Il y aura possibilité déjà d'échanger sur des thèmes simples mais tout à fait possibles à faire. Donc voilà, on va faire ça en fait, tous les deux avec Marie-Vonne et moi. Voilà, on ne peut simplement que dire et encourager les gens à venir pour ce cours, qu'ils soient à la retraite. Oui, tous, voilà, tout le monde est bienvenu. Évidemment, les étudiants sont également les bienvenus. Moi, j'aurais presque envie de dire aux étudiants, n'ayez aucune crainte, venez. Parce qu'un étudiant, bien, il est habitué en fait à ce que son cerveau fonctionne toujours constamment. Et donc, ils ont plus de possibilités. On a plus de possibilités quand on est jeune. Je ne dis que des portes ouvertes. Mais il y a une souplesse, de l'esprit qui fait qu'on peut apprendre plus rapidement. Mais évidemment, quel que soit l'âge, tout le monde est le bienvenu. La seule chose que j'ai envie de dire, vous avez la chance extraordinaire, je dis bien, c'est une chance, de découvrir la langue également avec des gens qui l'ont parlé dans le monde entier. Et puis, nous avons aussi eu la possibilité de rester vraiment avec des gens un peu partout. Et pour moi, dans le cours, on se l'est dit déjà dès le début, on trouve que ce sera évidemment un cours de langue, mais on essaie aussi, par notre propre façon d'être, de transmettre ce qu'est aussi une langue. Parce qu'une langue est autre chose simplement que des mots, c'est aussi des attitudes de cœur et tout ça. Alors, voilà, il y aura des petites choses qui se diront au fur et à mesure qu'on fera connaissance avec les gens, que j'espère nombreux, qui viendront. Mais évidemment, les jeunes sont les bienvenus, les étudiants sont les bienvenus, et puis je dirais les gens de n'importe quel âge. L'important, c'est simplement de se dire « Waouh !» J'avais entendu parler de l'espéranto ou je viens d'en entendre parler, alors faites en fait cet effort-là parce que vous aurez fait en fait ce sera quelque chose de magnifique dont vous pourrez dire que ça a été un autre élément qui donne un plus à notre vie. Moi, j'ai l'habitude de dire en fait avec ma femme, j'ai dit en fait que l'espéranto a enrichi ma vie absolument, même si honnêtement, je parle bien en fait, je parle couramment l'anglais, mais c'est une autre chose quoi. J'ai véritablement, lorsqu'on apprend une langue de cette nature, l'espéranto, on fait une sorte de révolution culturelle personnelle parce que il est difficile de croire, et pourtant c'est la vérité, nous pouvons en fait transmettre en espéranto aussi bien nos émotions les plus intimes que parler de technologie s'il y a besoin. Et donc, et être capable de faire ça,
souvent, les gens disent, est-ce qu'on peut véritablement exprimer tout en espéranto ? Bien sûr qu'on peut l'exprimer. Moi, s'il y a des choses que je ne sais pas exprimer, je ne dis pas que c'est l'espéranto qui ne sait pas l'exprimer. Oui. C'est Robineau qui n'a pas étudié suffisamment pour pouvoir exprimer cette tournure de phrase. Mais ceci dit, voilà, je manie la langue suffisamment de manière alerte pour pouvoir m'exprimer dans tous les domaines de la vie. Mais penser dans une langue comme ça, c'est faire un effort, en fait, comment on pourrait dire. Je me sens plus près des hommes. C'est une expérience psychologique qui est très, très particulière en ce sens où, lorsque je parle anglais, il fut un temps où je parlais vraiment très couramment l'anglais. Et en fait, j'avais parfois le sentiment, et je ne sais pas trop comment traduire cette expression psychologique, mais j'avais un peu le sentiment, comme si ce n'était pas un vêtement qui me convenait totalement à l'âme. Mais je ne sais pas trop pourquoi le dire. Or, quand je suis en espéranto, quand j'ai commencé à être en espéranto, évidemment avec des gens qui parlent couramment, eh bien je n'ai jamais éprouvé ce sentiment. Et moi, il me semble que ce sentiment vient du fait que quand je parle avec un Américain ou que je parle avec un Japonais, il a fait la même chose que moi, c'est-à-dire il a fait un peu la moitié du chemin pour me rencontrer et il a éprouvé des difficultés à maîtriser la langue correctement. Et les deux ont éprouvé cela. Et quelque part, eh bien, ça nous permet d'ouvrir en fait une sensibilité de l'âme, du cœur, que nous n'aurions pas eu peut-être, que nous ne pourrions pas avoir, ou de faire l'expérience dans une autre langue nationale. D'accord. Voilà, je ne sais pas, c'est une notion très subtile, mais bon, voilà. Effectivement, on peut donc dire que l'espéranto, c'est une langue équitable. Parce que c'est vrai que c'est l'anglais qui est la langue la plus usitée dans les échanges internationaux, mais on peut se dire que dans cette affaire, c'est peut-être pas très juste, parce que les anglophones de naissance ne font aucun effort pour aller vers les autres. Ils considèrent que c'est le reste du monde entier qui doit apprendre leur langue au prix de beaucoup d'efforts, de temps, d'énergie, d'argent aussi. Ça coûte cher d'apprendre des langues. Il faut aller dans le pays, faire des stages, etc. Et les anglophones de naissance considèrent que voilà, c'est le monde entier qui doit faire l'effort pour aller vers eux, tranquilles, et ils attendent qu'on parle leur langue, quoi, hein. Or, on sait très bien que une langue, c'est aussi un instrument de pouvoir. C'est un instrument qui transmet une culture, une façon de voir la vie, une façon de penser, hein. On sait très bien que les mots ont un sens au-delà du mot lui-même, mais transmettent aussi plein de significations. Et donc, avec l'espéranto, l'espéranto n'est pas une langue nationale, elle n'appartient pas à un peuple qui impose sa langue aux autres, mais elle n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Donc, chacun fait un pas vers l'autre pour se rencontrer au-delà de nos barrières linguistiques et culturelles. Et donc, en ce sens, on peut dire que voilà, c'est peut-être ce que voulait exprimer Bruno, son ressenti par rapport à ça, c'est que c'est une langue qui nous met sur un pied d'égalité, une langue équitable. Alors, à l'issue de votre tour du monde de 8 ans, vous avez sorti donc un livre donc, en français et un autre en espéranto. Donc ça se prononce comment ? Occhiaroce Caolamondo, 8 ans autour du monde. Donc, estas vere, che ne povus eble iom paroli en Esperanto el buŝigi kelkajn vortojn por ke la publiko aŭdu kiel ĝi belsonas. Ah oui, elle dit, c'est vrai, en fait, on pourra en fait dire quelques mots en espéranto pour que le public puisse écouter en fait comment la musicalité, comment elle est très belle musicalement. C'est vrai, mi daŭrigos tion fakte en Esperanto, ĉar unue mi fakte tre ŝatus danki al vi, ke vi vere invitis nin por ĉi tiu intervjuo, ĉar ĝenerale la publiko tute ne scias kio estas la internacia lingvo, kaj por mi estas bedaŭro, ĉar fakte ĝi donas multaj eblecoj renkontiĝi kun homoj unue, kaj ankaŭ konektiĝi kun kulturoj pere de la literaturo.
Là, tu en as trop dit pour que je puisse traduire. Bruno. Oui, mais c'est alors pas j'ai grave. compris quelques mots. Les gens ont entendu à quoi ressemblait la langue. C'était tout. D'accord. Oui, bon, d'accord. Eh ben, Ouais, en c'est tout vrai. cas, Bruno et Marie-Vonne, je vous remercie pour cette explication, ce petit cours de construction de la langue. Et puis, donc, si vous êtes intéressé par l'apprentissage de cette langue, je vous invite à prendre contact avec Bruno et Marie-Vonne. On mettra donc le site internet, les coordonnées, voilà, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire. Il n'est pas encore trop tard. Ah bah bien non, bien Voilà. sûr. Oui, oui. Et puis, écoutez, je suis ravie de vous avoir rencontré. Et puis... moi, voilà, ça a piqué un petit peu ma curiosité, donc je pense que je vais un petit peu approfondir dans ce sens l'espéranto. Et puis, je vous remercie beaucoup.